En avril 2003, dans le désert aride de l'Utah, un homme se prépare pour une aventure. Il s'appelle Aaron Ralston, il a 27 ans et c'est un passionné de plein air. Ingénieur de formation, il a tout quitté pour vivre sa passion. L'escalade, la randonnée, l'exploration des coins les plus reculés de l'Amérique. Ce jour-là, son objectif est le Blue John Canyon, un canyon étroit et sinueux, un labyrinthe de roches rouges sculptées par le temps. Pour lui, c'est une simple sortie, une excursion de quelques heures. Il connaît bien la région, il est en excellente forme physique et son sac à dos est léger, juste assez d'eau pour la journée, quelques encas, une petite caméra et son multi-outil. Il est confiant, peut-être même un peu trop. Il part seul, sans prévenir personne de son itinéraire précis. Dans sa voiture, laissée au début du sentier, il n'y a aucune note. Son téléphone portable, il n'en a pas sur lui. À quoi bon, dans un endroit où il n'y a de toute façon aucun réseau? Pour Aaron, la solitude fait partie de l'expérience. C'est une communion avec la nature. Il ne se doute pas une seconde que cette décision, ce manque de précaution, va transformer sa randonnée en un cauchemar absolu. Il progresse rapidement dans le canyon. Le soleil de l'Utah tape fort, mais l'ombre des parois rocheuses offre un répit bienvenu. Le paysage est spectaculaire, il se sent vivant, libre. Il arrive à une section particulièrement étroite, un passage où il faut se faufiler, presque ramper entre les murs de pierre. Pour descendre, il s'appuie sur les rochers qui semblent stables, solides, en place depuis des millénaires. Il enjambe un gros bloc de pierre coincé entre les deux parois. C'est à cet instant précis que tout bascule. Sans le moindre avertissement, le rocher, un mastodonte de plus de 300 kg, se déloge. Il pivote, glisse et entraîne Aaron dans sa chute sur quelques mètres. Le choc est d'une violence inouïe, une douleur fulgurante, électrique parcourt son bras droit. Quand il ouvre les yeux, la réalité le frappe avec la même brutalité que le rocher. Sa main et son avant-bras sont complètement écrasés entre le bloc de pierre et la paroi du canyon. La première réaction est instinctive, la panique. Il hurle, un cri de douleur et de terreur qui se perd dans le silence du désert. Personne ne peut l'entendre. Il tire de toutes ses forces, encore et encore, espérant un miracle. Mais le rocher ne bouge pas d'un millimètre. Il est littéralement prisonnier de la montagne. Une fois le choc initial passé, son esprit d'ingénieur reprend le dessus. Il doit rester calme, analyser la situation. Il essaie de soulever le rocher, de le faire basculer en utilisant son corps comme levier. Rien. Il tente de creuser la roche friable autour de son bras avec son petit couteau. Les progrès sont dérisoires. Il passe des heures à s'acharner jusqu'à l'épuisement. La nuit tombe, et avec elle, une prise de conscience glaçante. Personne ne sait où il est, personne ne viendra le chercher avant des jours, peut-être jamais. Le froid s'installe, mordant. Le silence devient une torture, seulement brisée par le bruit de sa propre respiration. Il est seul, terriblement seul. Pour ne pas sombrer dans la folie, il établit une routine. Le jour, il continue ses tentatives pour se libérer. La nuit, il essaie de dormir, grelottant malgré ses vêtements. Il rationne ses maigres provisions, une gorgée d'eau par-ci, un petit morceau de barre énergétique par-là. Il sait que chaque goutte, chaque calorie est précieuse. Pour garder un semblant de contrôle, il sort sa petite caméra vidéo. Il commence à enregistrer un journal de bord. Il parle à sa famille, à ses amis. Il leur dit qu'il les aime, il leur fait ses adieux. Ces vidéos sont un testament, une bouteille à la mer lancée dans le vide. Il se filme, le visage creusé par la fatigue et le désespoir, décrivant sa situation sans phare. Il grave aussi son nom sur la paroi du canyon comme une épitaphe anticipée. Aaron RIP. Il imagine déjà les journaux titrant « Un randonneur retrouvé mort dans un canyon de l'Utah ». L'espoir s'amenuise d'heure en heure. Le deuxième jour passe, puis le troisième. L'eau est presque finie. La soif devient une obsession, sa gorge est sèche, ses lèvres sont gercées. La faim le tenaille, il commence à avoir des hallucinations, des visions de verres d'eau glacée, de festins. Il voit son ex-petite amie, il se voit jouer avec un enfant qui n'existe pas encore, son futur fils. Sont-ce des souvenirs, des rêves, ou son esprit qui commence à lâcher prise? La douleur dans son bras est constante, lancinante. Son bras est en train de mourir, de se décomposer. L'odeur est insupportable. Il sait qu'il est dans une course contre la montre. La déshydratation, l'infection, l'hypothermie, la mort peut venir de partout. C'est au cours de la 4e journée, alors qu'il est au plus bas, physiquement et mentalement, qu'une idée terrible, qu'il avait repoussée jusqu'alors, refait surface. Une idée monstrueuse,
mais qui représente peut-être sa seule et unique chance de survie. L'idée est simple et effroyable. Pour se libérer, il doit abandonner une partie de lui-même. Il doit se couper le bras. Au début, il chasse cette pensée. C'est impossible, impensable. Comment pourrait-il faire une chose pareille? Avec quoi? Son petit couteau multi-outils à une lame émoussée, à peine capable de couper une corde. Et la douleur serait-elle seulement supportable? Il passe des heures à peser le pour et le contre. Mourir ici, coincé, ou tenter l'impensable et peut-être s'en sortir. C'est le choix le plus difficile de sa vie. Il pleure, il crie contre son impuissance. Puis une forme de lucidité s'installe. Une vision de lui, libre, marchant au soleil. Cette image devient son encre. Il ne veut pas mourir. Pas ici. Pas comme ça. La décision est prise. Il ne s'agit plus de savoir s'il va le faire, mais comment. Le 5e jour, il est à court d'eau. Il boit sa propre urine pour survivre, un acte de désespoir ultime. Il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Il commence les préparatifs. Il essaie d'abord de couper la chair, mais la lame de son couteau est trop mauvaise. Il réalise alors qu'il doit d'abord casser les os. Il se positionne, utilise le poids de son corps et la force qui lui reste pour tordre son bras contre le rocher. Il entend un craquement sinistre, puis un autre. Le radius et le cubitus sont brisés. La douleur est inimaginable, mais il ne s'arrête pas. Il utilise ensuite la lame pour couper méthodiquement les muscles, les tendons, les nerfs. L'opération dure plus d'1 heure, 1 heure de concentration intense, de douleur atroce, de volonté pure. Il ne pense plus, il agit. C'est un acte de survie brut, animal. Finalement, il sectionne le dernier nerf, le plus gros, et il est libre. Libéré du rocher, mais loin d'être sauvé. Il est terriblement affaibli, amputé, en état de choc. Mais il est en vie, il fabrique un garrot de fortune pour stopper l'hémorragie. Et puis, il commence à marcher. Il doit encore sortir du canyon. Il lui reste une descente en rappel d'une 20aine de mètres le long d'une paroi verticale. Avec un seul bras, la manœuvre est périlleuse. Il y parvient, puisant dans des réserves d'énergie qu'il ne soupçonnait pas. Il marche ensuite pendant des kilomètres sous le soleil écrasant du désert. Il a perdu énormément de sang. Il est au bord de l'évanouissement, mais il continue d'avancer. Il n'a qu'un seul objectif, retrouver la civilisation. Après plusieurs heures de marche, alors qu'il pense que ses forces vont l'abandonner définitivement, il aperçoit une silhouette au loin. Puis 2, puis 3. C'est une famille de randonneurs hollandais. Il crie, il agite son bras valide. Il le voit, il court vers lui, horrifié par son état. Il lui donne de l'eau, de la nourriture et appelle les secours. Et 6 heures après s'être libéré, un hélicoptère l'évacue vers l'hôpital. Il est sauvé. L'histoire d'Aaron Ralston a fait le tour du monde. Elle a été racontée dans un livre, Plus fort qu'un roc, et adaptée au cinéma dans le film 127 heures. Mais au-delà du sensationnalisme, cette épreuve a profondément transformé l'homme. Aaron n'a jamais exprimé de regrets. Il a accepté son sacrifice comme le prix à payer pour continuer à vivre. Il a continué à pratiquer les sports de montagne avec une prothèse adaptée. Il est devenu conférencier, partageant son histoire non pas comme un récit d'horreur, mais comme une leçon de vie. Une leçon sur l'importance de la préparation et de l'humilité face à la puissance de la nature. Mais surtout, une leçon sur la résilience incroyable de l'esprit humain. Son histoire nous pose une question fondamentale. Jusqu'où serions-nous prêts à aller pour survivre? C'est le récit d'un choix impossible, d'un moment où, face à l'inéluctable, un homme a décidé de ne pas abandonner. Il a choisi la vie, même si cela exigeait un sacrifice que personne ne pourra jamais oublier. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires incroyables.